cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du génocide du Rwanda. Les Tutsis auraient été génocidés par leurs frères Hutus en 1994 et les massacres auraient duré 3 mois. Oui, c'est 3 mois ou 4 mois. Voilà, entre 3 et 4 mois. Sur place, il y avait les casques bleus de l'ONU, il y avait les militaires français, il y avait les militaires belges. Et on a génocidé un peuple durant 4 mois. Les casques bleus de l'ONU n'ont rien fait pour empêcher ça. Les militaires français n'ont rien fait pour empêcher ça. Les militaires belges n'ont rien fait pour empêcher ça. Aujourd'hui, je vais vous donner ma version de ce génocide. Après moult réflexions, moult analyses, je vais vous donner ma version de ces génocides. Je me nomme Simon-Paul Bambo-Ndobor. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire, ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Avant de vous donner ma version, je vais d'abord vous présenter la version officielle de ce génocide. Et je vais prendre d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec le génocide pour vous permettre de comprendre. Parce que, dit-on, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Du tout. La version officielle, c'est la version des Occidentaux. C'est la version des médias occidentaux. Parce que vous savez, ils sont toujours présents. Quand il y a un génocide, quand il y a une guerre, quand il y a une rébellion, ils sont toujours présents et ils donnent leur version. Comme vous voyez, je fais un peu de digression, je vous ai dit, les attentats en Russie, ils n'admettent pas la version de la Russie. Alors que l'attentat s'est passé en Russie. On a arrêté ces gens. Ils ont déjà donné leur version. C'est l'État islamique qui a attaqué la Russie parce que les Russes et l'État islamique au sujet de la Syrie sont en conflit depuis des années. Voilà leur version. Voilà la version du génocide du Rwanda. Habyarimana, le Juvénal Habyarimana, le président rwandais, qui était Hutu, revenait d'Arusha en Tanzanie où ils sont allés négocier la paix au Rwanda. Dans cet avion, il y avait Cyprien, le président du Burundi. Et l'avion a été bombardé dès son retour. On a accusé le FPR de Kagame, qui était un chef rebelle. On a accusé la rébellion d'avoir bombardé cet avion. C'est pourquoi l'armée du Rwanda et leurs miliciens, les Interamwe et quelques citoyens Hutus ont décidé de génocider leurs frères Tutsis. Voilà la version officielle de ce qui s'est passé au Rwanda. Moi, je doute de cette version. Cette version, je lui donne 50% de vérité. Je ne peux pas lui donner sans les versions des Occidentaux. Il faut toujours douter de la version des Occidentaux. Toujours douter. C'est la version officielle qu'on écrit dans tous les livres d'histoire. Donc, tout ce qui passe dans tous les médias, c'est la version des Occidentaux. Il faut toujours douter de cette version. À cette version, je lui donne 50% de vérité. Je ne peux pas lui donner 80% de vérité, ni 100%. Impossible. Cette version, pour moi, elle a 50% de vérité. La rébellion de Kagame a bombardé l'avion de Juvénal Habyarimana qui revenait, dans lequel il y avait aussi son homologue burundais qui revenait des pourparlers de paix à Arusha en Tanzanie, et l'armée du Rwanda et ses miliciens, les Interamwe et quelques citoyens ont décidé, on a accusé parce que la rébellion était une rébellion Tutsi. Donc
les Hutus qui géraient le pays ont décidé de massacrer leurs frères Tutsis. Voilà la version officielle. À ça, je lui donne 50%. Je vais m'expliquer. Vous avez suivi ce que Macron a dit. Macron a dit, il n'est pas parti pour commémorer au Rwanda, il a dit, la France et ses partenaires occidentaux et africains auraient pu arrêter ce génocide. Et ses partenaires africains, vous voyez, on veut toujours mettre les Africains faire participer les Africains dans les génocides qu'ils commettent. Vous savez, c'est une façon de faire participer, vous Africains, vous avez aussi participé au génocide rwandais. Ils ont cité l'OUA, etc. Vous voyez, vous avez suivi ce que Macron a dit, n'est-ce pas? La France et ses partenaires occidentaux et africains, dont l'OUA, auraient pu arrêter. C'est comme ça qu'on a supprimé. Qu'est-ce qu'on a dit de l'esclavage aux Noirs du continent américain? Ce sont vos propres frères noirs qui vous ont vendu. Qui vous ont vendu en esclaves. Et aujourd'hui, les Noirs du continent américain nous détestent. Ils disent que ce sont nos ancêtres qui les ont vendus. Mais comme j'ai dit toujours, ils n'ont pas un grand cerveau. Parce que s'ils avaient un grand cerveau, ils se questionneraient. Avant l'arrivée des Blancs, des Européens, pourquoi nous, nos ancêtres, n'ont pas vendu des Noirs pour aller en Amérique? Pourquoi il a fallu attendre l'avènement des Blancs qui étaient plus armés que nous? Vous voyez? Si seulement les Noirs du continent américain se posaient des questions, ils n'adhéraient pas à cette fausse thèse des Occidentaux. Vous voyez? Ils veulent toujours faire participer les Noirs dans leur malheur, dans le propre mal. Alors que alors que ce ne sont pas les Noirs qui sont responsables ni coupables des malheurs des Noirs. Avant l'avènement des Blancs, avant la colonisation, mais ces peuples-là vivaient en bonne entente. Les Tutsis avaient un royaume, les Hutus aussi, ces peuples-là vivaient en bonne entente. Il n'y avait jamais eu génocide avant l'arrivée des Blancs, avant la colonisation, avant 1890. 1880, disons comme ça, 1880. Ces peuples ne s'étaient jamais massacrés. Les Hutus, les Tutsis ne s'étaient jamais massacrés. Vous voyez? C'est quand les Blancs arrivent que ces populations se massacrent. Et on vient vous dire que c'est tout, qu'on aurait pu arrêter les génocides. La France aurait pu, avec ses partenaires occidentaux et les pays africains, arrêter les génocides. Et bien voilà comme ils sont. Je vous dis, hein, c'est ce qui est en train de vouloir se répéter en Haïti. C'est sûr qu'ils veulent créer un génocide à Haïti. Maintenant, ils vont prendre le Kenya, ils vont emmener là-bas, faire semblant d'une mission, une mission de sécurité. Ils vont prendre le Bénin et ils vont génocider. Je ne sais pas pour quelle raison ils vont génocider les Haïtiens et on va mettre les Noirs dedans. Le génocide a eu lieu quand le Kenya est venu là-bas. Le génocide a eu lieu quand les Béninois sont venus. Mais comme les Noirs ne réfléchissent pas, ils vont envoyer leurs troupes là-bas. Le Bénin va envoyer ses troupes là-bas. Le Kenya va envoyer ses troupes là-bas. Ils pensent que c'est pour aider les Haïtiens alors que les Occidentaux ont déjà préparé un plan pour génocider les Haïtiens. Et vous voyez, on viendra toujours accuser les Noirs. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, je prends le Soudan. Prenons, je vous ai dit, avant d'entrer dans le fond, pour vous permettre de comprendre, de bien comprendre. Parce que, comme on dit, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Les Occidentaux opèrent, ils ont toujours le même mode opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé au Sud-Soudan? Les Sud-Soudanais chrétiens étaient en conflit avec les musulmans du nord du Soudan, le Omar el-Béchir. Les chrétiens étaient menacés par des musulmans du nord, dans le même pays. Et en plus, Omar el-Béchir était accusé par les États-Unis de terrorisme, de soutenir le terrorisme. Donc regardez, les États-Unis ont mis dans leur liste, je vais appeler ça leur liste blanche. Il ne faut plus employer des mots comme c'est des listes noires, liste noire. Tout ce qui est mauvais, il dit liste noire. Les États-Unis ont mis Omar el-Béchir et le Soudan dans leur liste blanche du terrorisme. Un. Et de deux, Omar el-Béchir
massacrer les Sud-Soudanais chrétiens. Ils étaient dominés, écrasés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée une rébellion. John Garang. La rébellion était une des rébellions des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont armé la rébellion de John Garang. Ça, c'est connu. Pour renverser Omar el-Béchir. La rébellion de John Garang du Sud-Soudan a battu l'armée d'Omar el-Béchir. Ils sont allés au pourparlers en Ouganda. Donc, l'armée de Omar el-Béchir ne s'en est pas sortie. Ils sont allés en Ouganda pour des pourparlers. Ils avaient décidé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Voilà. Parce que vous savez, au Soudan, avant la rébellion, c'est les Arabes musulmans qui occupaient tous les postes. Les Noirs étaient dominés, écrasés. Les Noirs chrétiens. Donc, on a dit, on va mettre en place un gouvernement d'union nationale. On va se partager le pouvoir du pays et les ressources du pays. Le pétrole du pays était au sud, dans la partie chrétienne. Mais même les chrétiens là du sud ne voyaient même pas là où passait l'argent du pétrole. Ils ne voyaient pas. C'est Omar el-Béchir qui prenait tout cet argent et puis pour s'occuper de son armée, payer les milices, le FSR. Et puis quand il y avait des problèmes avec ses frères arabes noirs, il donnait de l'argent pour calmer la contestation. Donc voilà ce que Omar el-Béchir faisait. Donc les États-Unis ont décidé de couper le pétrole à Omar el-Béchir afin qu'il n'ait plus d'argent. Donc on a décidé de mettre un gouvernement d'union nationale. Mais ça ne plaisait pas aux États-Unis, le gouvernement d'union nationale. Non, parce qu'ils avaient une dent contre Omar el-Béchir. Ils voulaient en finir avec Omar el-Béchir, lui couper le pétrole. Donc la solution pour les États-Unis, c'était l'indépendance, pas un gouvernement d'union nationale. Et pourtant, c'est ce que les rebelles, John Garang voulaient, puisque c'est ce qu'ils avaient signé en Ouganda, à Kampala. Alors, maintenant, quand on a fini de signer les accords, John Garang prend son hélicoptère. Je pense qu'on a dit un hélicoptère qui lui avait été donné par Museveni. Voilà. Il prend l'hélicoptère pour retourner au Soudan. On a signé des accords. Il se va au Soudan et puis on va mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est là où, quand il prend l'hélicoptère, son hélicoptère est abattu. Boum! John Garang. Et on dit, il n'y a plus d'accord, c'est fini. Nous, on va faire sécession. On va diviser le Soudan. Et c'est comme ça que vous voyez Salva Kiir. Salva Kiir est devenu président du Sud-Soudan. C'est ce qu'il s'est passé en 1994 au Rwanda. Je vous ai dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est le même mode opératoire. On a abattu l'hélicoptère de John Garang parce qu'on ne voulait pas, les États-Unis ne voulaient pas de cette union nationale. Voilà. Les États-Unis voulaient diviser et enlever le pétrole entre les mains de Omar el-Béchir. Et ils ont réussi. Parce qu'ils voulaient faire tomber Omar el-Béchir. Ils ont réussi. Omar el-Béchir, il n'avait plus le pétrole. Il n'avait plus l'argent du pétrole. On a soulevé quelques populations. Nous voulons du pain. Nous avons faim. Et blablabla. Voilà. Oh, Omar el-Béchir, comme il n'avait plus l'argent du pétrole pour calmer la contestation, c'est comme ça qu'il est tombé. Voilà. C'est exactement ce qu'on a fait au Rwanda et c'est exactement ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Cameroun avec la guerre anglophone. Vous voyez, la crise anglophone, c'est la même chose parce que le pétrole du Cameroun se trouve dans les zones anglophones. Et Paul Biya prend cet argent du pétrole pour son armée. Vous voyez, pour son armée. Voilà, c'est pourquoi il se maintient au pouvoir. Donc, si on parvient à lui arracher, s'ils parviennent à diviser le Cameroun, à arracher le pétrole des mains de Paul Biya va tomber. Dès que Paul Biya n'a plus le pétrole, il va tomber. Vous voyez, c'est ce qu'ils essaient de faire au Cameroun. Le chien, ne l'oubliez jamais, ne change pas sa façon de s'asseoir. Les versions qu'on vous donne dans les médias occidentaux, ne prenez pas ça pour de l'argent comptant. Dites que je donne à cette version 50% de vérité. C'est mieux, vous dites la moitié. Il ne faut jamais donner aux versions dans les médias occidentaux 100% de vérité. Jamais. Voilà. Avec ce qui s'est passé au Sud-Soudan, maintenant revenons au Rwanda. Regardez,
même en Afrique du Sud, où il y a eu l'apartheid durant des années, il n'y a jamais eu génocide en Afrique. En fait, en tout cas officiellement, il n'y a jamais eu génocide en Afrique du Sud. Vrai ou faux? Jamais eu génocide en Afrique du Sud. Avec tout ce qui s'est passé à part, il n'y a jamais eu génocide en Afrique du Sud. Prenons le Zimbabwe. Avec tout ce que les Blancs ont fait aux Noirs au Zimbabwe, il n'y a jamais eu génocide au Zimbabwe. On a décidé de génocider des Blancs. Après, quand les Noirs ont repris le pouvoir, quand Mugabe a repris le pouvoir, on n'a jamais génocidé des Blancs. Et même les Blancs, vous voyez, en Afrique du Sud, quand on n'a pas génocidé des Blancs, alors qu'il y a eu de la haine entre les deux peuples. De la haine. D'où vient que, bon, au Rwanda, les Hutus génocident les Tutsis? C'est impossible. Dans combien de pays on a fait des coups d'État? Je prends seulement l'Afrique. Prenons seulement l'Afrique. Je ne veux pas aller ailleurs. Je ne veux pas. Prenons seulement l'Afrique. Il y a eu combien de coups d'État en Afrique où on a tué des présidents? Au Niger, on a tué combien de présidents? Mais il n'y a jamais eu de génocide sur les peuples, la supposée ethnie qui aurait fait le coup d'État au président. Regardez, même en ce moment, Mali, Burkina, Niger, on accuse les Peuls d'être dans le terrorisme. Vous voyez, c'est les Peuls qu'on accuse. On n'a pas génocidé les Peuls. Même Sékou Touré qui a accusé les Peuls de vouloir que les Occidentaux ont utilisé les Peuls. Sékou Touré en Guinée. Sékou Touré n'a pas génocidé tous les Peuls. Il était président. Il aurait pu le faire. Sékou Touré n'a pas... Il y a eu le camp Boiro. Il a emmené certains Peuls qui étaient accusés de traite là-bas. Mais il n'a pas génocidé tous les peuples. Alors que Sékou Touré a survécu à plus de 50 coups d'État. Sékou Touré que vous voyez, il a survécu à plus de 50 coups d'État. Mais il n'a pas génocidé. D'où vient le fait que des Hutus génocident leurs frères Tutsis parce qu'on a fait un coup d'État, parce qu'on a abattu l'avion du président. Même à Freetown, c'est-à-dire à Sierra Leone, même au Libéria, même quand Samuel Doe a renversé les Libériens d'origine, les Libériens qui venaient d'Amérique, voilà les Noirs libériens qui venaient d'Amérique, mais il n'a pas fait un génocide. Et pourtant, ces gens-là les ont malmenés 2 siècles. Le Libéria est indépendant, ça fait près de 2 siècles. Et pourtant, les Noirs qui revenaient du continent américain qu'on a emmené au Libéria, ce sont eux qui ont géré le Libéria. Et ils ont maltraité les autochtones durant près de 200 ans. Ils les ont maltraités, ils les ont massacrés. Même, il n'y a jamais eu de génocide au Libéria. Même quand Samuel Doe a fait tomber les Noirs qui revenaient d'Amérique, il n'a pas fait génocide de cette catégorie de la population. En Sierra Leone, il n'y a pas eu génocide. D'où vient le fait que au Rwanda, il y a génocide? Chez nous, au Cameroun, Paul Biya que vous voyez, on lui a fait un coup d'État, mais ça n'a pas marché. Il a matraqué l'armée, les gens qui étaient de l'ethnie du président, Ahidjo, qui lui a fait le coup d'État. L'armée, là, il les a tous enlevés. Il a massacré, il a zugouillé certains. Oui, il a jeté certains en prison. Mais il n'a pas fait le génocide sur l'ethnie du président qui lui a fait le coup d'État. Il n'a pas fait le génocide sur l'ethnie du président qui lui a fait le coup d'État. Alors, pourquoi seulement au Rwanda? Ça vient. Au Rwanda, je vous ai dit, cette version est fausse. Mais j'aurais pu penser, j'aurais pu penser que ce sont les Hutus qui ont fait le génocide aux Tutsis. Mais il y a 2 choses très importantes qui me font dire non. La première chose, c'est Boutros Ghali, le secrétaire général de l'ONU de l'époque. C'est lui qui me fait douter de cette version. Parce que lui-même l'a dit. Il a dit que il ne sait pas, il n'a pas eu un 2e mandat. Vous savez, Boutros Ghali, l'Égyptien qui était secrétaire général de l'ONU. C'est lui qui était secrétaire général à l'époque du génocide du Rwanda. Il a été secrétaire général de 92 à 94.
Et c'était Bill Clinton qui était président des États-Unis. Boutros-Ghali dit que son désaccord avec l'administration des États-Unis, c'était sur le Rwanda, sur le génocide du Rwanda. C'est pourquoi il n'a pas eu un deuxième mandat. Et on a pris Kofi Annan pour flatter les Africains, pour séduire les Africains. C'est Boutros-Ghali qui le dit. Ses interventions sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Boutros-Ghali qui le dit. Il a dit qu'il n'était pas d'accord parce que lui, il voulait que les casques bleus qui étaient au Rwanda interviennent pour empêcher le génocide. C'est Boutros-Ghali qui le dit. Hein. Il y avait 2000 casques bleus de l'ONU au Rwanda pendant le génocide, mais qui n'ont pas bougé d'un seul. Et le Boutros, le secrétaire, il voulait qu'ils interviennent pour empêcher le génocide. Donc, ils ont reçu l'ordre de Washington pour ne pas bouger. C'est pourquoi je dis, c'est les États-Unis, le chef d'orchestre du génocide du Rwanda. Voilà ma version, je vous donne ma version. Ce sont les États-Unis, le chef d'orchestre du génocide des Tutsis au Rwanda. Si ce n'était pas eux, Boutros-Ghali a dit, il est clair. C'est pourquoi il n'a pas eu un deuxième mandat. Parce qu'il était en désaccord avec les États-Unis sur le génocide rwandais. C'est tout. S'il n'y avait pas eu Boutros-Ghali, je vais dire que oui, c'est les Hutus qui ont tué leurs frères. Moi, je dirais ça. Ce sont les États-Unis qui ont provoqué. Maintenant, la France est complice. Pourquoi? Parce que même Kagame refuse les excuses de la France. La France dit qu'elle ne va pas s'excuser. Kagame soutient et dit que je n'ai pas besoin des excuses de la France. Nous, on attend les actes. Vous connaissez quelqu'un qui veut venir s'excuser du malheur, vous dites non, non, dites-moi la vérité. Nous tous, on a des problèmes. Hein. Nous tous, dans la vie, là, nous avons tous des problèmes. Il y a des gens qui nous par exemple, et quelqu'un vient, il dit qu'il va s'excuser. Et vous lui dites non, vous ne voulez... Non, bon, la France n'a pas dit qu'elle va s'excuser. La France n'a pas dit que... En fait, si elle s'excuse, ça veut dire qu'elle s'accuse. Quelqu'un qui s'excuse, s'accuse. Donc la France ne veut pas s'excuser parce que elle va s'accuser. Qui s'excuse, s'accuse. En fait, mais Kagame lui-même a dit, nous ne voulons pas des excuses de la France, nous attendons les armes. Mais en fait, parce qu'il sait que c'est lui qui a fait le génocide, Kagame. Donc il connaît la vérité, c'est lui qui a fait le génocide et la France était là pour superviser le génocide. C'est ça ma version. Le génocide a été provoqué par les États-Unis. La France, la Belgique, l'ONU, non, la France, la Belgique supervisent le génocide parce que ces deux pays étaient sur place. Le génocide, et maintenant qu'ils passent à l'acte, je pense que ce sont les rebelles de Kagame et les casques bleus de l'ONU qui ont enlevé leur tenue. Ouais, moi je pense ça. Et mais bien sûr, ils ont mis quelques Hutus dedans pour faire croire que c'était les Hutus qui ont fait le génocide. Sinon, pourquoi Kagame va-t-il refuser la France? Pourquoi ne demande-t-il pas les excuses de la France? Pourquoi ne demande-t-il pas à la France de s'excuser? Il dit qu'il attend des actes. C'est parce qu'il se reproche de quelque chose. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Vous voyez, je vous ai donné ma version. Ma version, c'est quoi? Ce sont les États-Unis qui ont provoqué le génocide rwandais. La France et la Belgique étaient sur place pour superviser le génocide. Et qui a fait le génocide? Ce sont les rebelles de Kagame qui ont fait le génocide. Et y compris parce que dans les casques bleus de l'ONU, il y avait des noirs. Donc on a certainement pris quelques casques bleus de l'ONU, on a enlevé leur tenue, ils ont participé, on a pris quelques Hutus aussi, on a mis dans le génocide. Voilà, moi c'est ça ma version. C'est ça ma version. Sinon, pourquoi refuse-t-il, pourquoi ne demande-t-il pas à la France de s'excuser? Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Si la France s'excuse, elle s'accuse. Si Kagame demande à la France de s'excuser, ça veut dire qu'il est neutre. Il ne connaît rien. Mais si il refuse de demander à la France de s'excuser, ça veut dire qu'il connaît la vérité. Voilà, maintenant, allons-y. Voilà. Et pourquoi ont-ils fait ce génocide? Ce génocide, c'était pour attaquer le Congo. L'Est du Congo, parce que l'Est du Congo avait beaucoup de richesses. Voilà pourquoi ils ont fait ce génocide. Les Occidentaux ils ont cherché le moyen
d'entrer au Congo. Ils ont cherché le moyen pour entrer au Congo, attaquer le Congo et faire tomber Mobutu. Voilà l'objectif du génocide. Donc, les Tutsis qu'on a massacrés, les Rwandais qu'on a massacrés, on les a sacrifiés pour le Congo. La RDC, pour le Zaïre de l'époque. C'est tout, on appelait ça le Zaïre. C'est ça l'objectif de ce... Sinon, comme je vous ai expliqué, il y a eu des coups d'État dans tous les pays, n'est-ce pas? Pourquoi on n'a pas massacré ces ethnies? Donc, on a, en fait, comme vous voyez, les Rwandais, là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour arriver au Congo et faire tomber Mobutu. Parce que Mobutu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait la zaïrianisation. Il avait nationalisé toutes les richesses toutes les mines, tout ça, du pays, il avait nationalisé. Donc, or, les Occidentaux avaient besoin des richesses du Congo. Ils avaient besoin des richesses du Congo. Donc, voilà pourquoi on a fait le génocide au Rwanda. On a tué des Rwandais pour... C'était ça l'objectif, pour le Congo. Comme vous voyez aujourd'hui, on sacrifie les Ukrainiens pour saboter la Russie, pour affaiblir la Russie. Vous voyez, c'est la même chose. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. La guerre en Ukraine que vous voyez là, on tue les Ukrainiens pour affaiblir la Russie. C'est la Russie en fait qui est attaquée. C'est comme ça aussi au Rwanda. On a tué des Rwandais pour attaquer le Grand Congo. Il faut bien comprendre, c'est ça l'objectif. Maintenant, je vais vous expliquer, on va entrer dans les détails, étape par étape. En 1880, l'Allemagne colonise le Rwanda. L'Allemagne colonise le Rwanda. L'Allemagne trouve 3 ethnies au Rwanda. C'était pas le Rwanda, mais ils ont la région là qu'ils ont colonisée, ils trouvent 3 clans. Ils trouvent les Hutus, ils trouvent les Tutsis et ils trouvent les Twa. Les Twa, ce sont les descendants des Pygmées. Ce sont les descendants des Pygmées. Donc au Rwanda que vous voyez aujourd'hui, il y a 3 clans. Il y a les Hutus, il y a les Tutsis et il y a les Twa. Ces 3 clans, ces 3 ethnies vivaient en symbiose, vivaient sans problème avant l'arrivée des colons. Avant l'arrivée des colons. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne en fait un pays. L'Allemagne en fait un pays avec 3 clans. Bon, mais vous savez, comme ce que je dis avant, pourquoi il y avait... Parce que comme les Européens, les colons, chaque fois qu'ils arrivent, ils utilisent une ethnie contre les autres. Ils mettent une ethnie en avant. Ils ont fait ça partout. Dans tous les pays, c'est le même mode opératoire. Ils ont fait ça partout. Ils utilisent une ethnie contre les autres parce que l'autre ethnie, on peut dire c'est une ethnie traître qui va les aider à s'asseoir, à s'implanter dans le pays et qui va les aider à administrer le pays. Donc les Allemands ont choisi les Tutsis qui étaient minorité. C'est comme ça, ils prennent toujours une minorité. Regardez partout, regardez tous nos pays, les indépendances. On a toujours pris une minorité, on a mis au pouvoir. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Si vous prenez le Gabon, vous prenez le Cameroun, vous prenez le Congo, vous prenez le... On prend toujours... regardez Senghor. Senghor était sérère, n'est-ce pas? Allez chercher le pourcentage des sérères au Sénégal. Cherchez le pourcentage des sérères au Sénégal. Vous allez voir leur pourcentage. C'est une minorité ethnique. C'est comme ça le colon qu'il a toujours procédé. Donc, il a fait la même chose au Rwanda. Donc, au Rwanda, on a mis en avant les Tutsis. Parce que les Tutsis avaient un royaume bien organisé. Les Hutus étaient majoritaires, bon, et ils ont dit que les Hutus étaient désordonnés, ils étaient des êtres inférieurs. Voilà, et ils ont fabriqué des pseudo-thèses scientifiques pour dire que les Hutus, les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus. Voilà, ils ont mis ça dans la tête des Tutsis. Et que les Tutsis n'étaient pas originaires du Rwanda. C'est pourquoi ils venaient d'une autre région vers l'Éthiopie là-bas. Donc c'est pourquoi c'est des êtres supérieurs. Vous voyez, comme ils ont fait avec nous, ils ont dit les blancs sont supérieurs, les noirs sont des êtres... Voilà, ils ont fait ça avec les 3 ethnies du Rwanda. Ils ont dit que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus. Et que dans les Hutus sont bantous. Vous voyez, les Hutus sont bantous. Les Twa sont pygmées. Les Tutsis sont, on dit, ce sont des nilotiques. Des nilotiques. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils ont dit que les nilotiques sont supérieurs aux bantous. Comme vous voyez Museveni là,
de l'Ouganda, c'est un nilotique aussi. Les Congolais sont majoritairement bantous. Voilà, donc vous voyez, c'est la rivalité. Mais c'est le blanc qui a fabriqué cette rivalité. C'est le colon qui a fabriqué. Alors, l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Donc, on a partagé les possessions de l'Allemagne, la Société des Nations a partagé. On a donné le Rwanda à la Belgique. Le Rwanda a été donné à la Belgique. La Belgique a continué ce que l'Allemagne avait fabriqué. Mettre en avant les Tutsis, une minorité. Donc, pendant tout ce temps, les Hutus étaient maltraités. Et les Hutus disent, mais comment nous, la majorité de la population, c'est nous qui sommes maltraités. Nous sommes maltraités sous les Allemands, nous sommes maltraités sous les Belges. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, comme je vous ai dit, on a fait ça dans tous les pays, ça n'a pas donné des génocides entre les ethnies. On a fait ça dans tous les pays, ça n'a pas donné des génocides entre les majoritaires et les minorités. Ça n'a donné de génocide dans aucun pays. Aucun. Aucun pays. On n'a pas génocidé les Sérères. On n'a pas génocidé les Sérères au Sénégal. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'ethnie de le président Houphouët-Boigny, c'était les Baoulés. On ne les a pas génocidés, n'est-ce pas? Les Baoulés, Houphouët-Boigny était Baoulé, c'est une minorité. Donc les colons ont fait ça partout. Donc, les Hutus étaient fâchés contre leur frère noir Tutsi parce qu'il est maltraité. Et eux, les Hutus étaient la majorité. Donc maintenant, en 1931, la Belgique introduit ce qu'on appelle la carte ethnique. La carte d'identité ethnique. Pas la carte d'identité nationale. Et regardez un peu, hein, ce sont les colons qui ont fabriqué tous nos problèmes depuis qu'on les a rencontrés. Et maintenant, ils font croire qu'ils nous font participer à notre malheur. Ils font croire que c'est nous qui sommes notre malheur. Alors que au Rwanda, il n'y avait pas de carte d'identité nationale. Il y avait la carte d'identité ethnique. C'est-à-dire, quand on vous fait une carte, on met votre ethnie. Donc directement, quand on vous voit, on vous contrôle, on sait que vous êtes de telle ou telle ethnie, n'est-ce pas? C'est pas normal. Dans une carte, on ne doit pas mettre votre ethnie, sinon ça risque de poser des problèmes. Regardez aujourd'hui, les cartes d'identité nationale n'ont pas d'ethnie, n'ont plus d'ethnie. Les Belges ont fait ça au Rwanda. Donc on a divisé la population. Vous voyez, c'était divisé pour régner, mettre en place les prémices d'un génocide. Créer de l'animosité entre les populations. Maintenant, les Hutus, à la veille des indépendances, comme c'était les indépendants, les Hutus se sont fâchés. Ils ont fait une révolte, une résistance. Ils ont battu le colon belge et ils ont repris le pays. Ce sont les Hutus qui ont lutté pour les indépendances. Le Rwanda que vous voyez là, ce sont les Hutus qui ont lutté pour les indépendances en 1959. Donc, et quand ils ont fait ça, vous savez, comme le colon utilisait les Tutsis dans l'armée, etc., pour brutaliser, les Hutus ont tué quelques Tutsis. Parce que les Tutsis travaillaient avec le colon. Ça, c'est la lutte des indépendants. Ça, c'est normal. Dans presque tous les pays, on a fait ça aussi. Dans certains pays, ceux qui travaillaient avec les colons, où il y a eu victoire, on a éliminé un peu ceux qui travaillaient avec le colon. Donc, ce sont eux qui ont pris l'indépendance du Rwanda. Donc, on a tué quelques Rwandais, quelques Tutsis, qui travaillaient avec les Belges. Et c'est comme ça. Bon, l'indépendance du Rwanda, c'est 62. On va dire officiellement, c'est en 62. Et ça, ce n'est pas propre au Rwanda. Je peux vous prendre l'Indochine, l'Indochine française, les Mongs. Ceux qui ont travaillé, l'ethnie Mong, c'est l'ethnie Mong qui a travaillé avec les Français à l'époque, avant l'indépendance, en Indochine là-bas. Mais quand ils ont battu la France pour prendre leur indépendance, quelques Mongs ont été tués, il y en a même qui ont fui. Il y en a qui ont fui avec les Français, et qui ont fui, et on est allé les déposer en Guyane. À peu près 4000 comme ça qui ont travaillé avec les Français. Donc ce n'est pas seulement au Rwanda. Mais vous voyez, en Indochine, là-bas, française, il n'y a pas eu on va pas dire presque de génocide. Ça s'est passé après l'Indochine française. Je peux encore prendre quel exemple? Prenons même l'Afghanistan, tout récemment. N'est-ce pas, il y a des Afghans qui ont travaillé avec
avec les Occidentaux, avec l'OTAN là-bas. Les Afghans, beaucoup ont fui. Beaucoup ont fui. Ils se sont dit non, les talibans il y aura des représailles. Donc les Afghans qui ont travaillé avec les Occidentaux, certains ont fui. Mais tous n'ont pas fui. Mais regardez, il n'y a pas eu génocide là-bas. Il n'y a pas eu génocide. Les talibans ont repris leur pays et ils travaillent avec tout le monde. Tous ceux qui ont travaillé avec les Occidentaux durant 20 ans n'ont pas fui le pays. Quelques-uns ont fui. Peut-être ceux qui étaient les hauts gradés, etc., ont fui. Mais pas tout le monde. Donc, mais il n'y a pas eu génocide là-bas. Dire que c'est telle ethnie, parce que le plus souvent, les Occidentaux favorisent une ethnie. Mais il n'y a pas eu génocide. Pourquoi? Donc, maintenant, le Rwanda est indépendant en 62. Il y a un nouveau président. Il est Hutu. Les Hutus retrouvent leur pays, ils sont majoritaires, ce qui est normal. Parce que même si on fait des élections, c'est comme en Afrique du Sud. C'est la même chose. En Afrique du Sud, c'est les Noirs, parce que c'est la majorité de la population. C'est la majorité de la population. Le cas du Rwanda, ce n'était pas un cas normal. Maintenant, le président Juvenal Habyarimana, il vient au pouvoir en 73. Il fait un coup d'État à son prédécesseur en 73. Mais il vient au pouvoir au moment où Mobutu fait la zaïrianisation en RDC, au Zaïre. Il va mettre l'authenticité, il va tout nationaliser. Et il humilie, on va dire, les Occidentaux et Israël à l'ONU, son discours de l'ONU. Donc, ils ont mal pris ça. Ils ont mal pris ça. Mais ils ont supporté Mobutu parce qu'il y avait la guerre froide. Il y avait les deux blocs, les capitalistes et les communistes. Donc, ils se sont dit, bon, on va le supporter comme ça, Mobutu, parce qu'on ne sait jamais, si on fait une erreur avec lui, c'est la Russie qui peut venir là-bas. C'est l'URSS qui peut venir là-bas. Donc, on va le supporter comme ça. Donc, ce qui les a... En fait, c'est la RDC qu'ils voulaient récupérer. Mais ils ne savaient pas comment attaquer la RDC directement. Donc, il fallait fabriquer quelque chose. Donc, quand, j'ai dit en 60, quand on prend les indépendances, quelques Tutsis fuient en Ouganda. Quelques Tutsis vont fuir en Ouganda. Parce qu'ils se disent que les Hutus vont se venger de nous. Parce que nous les avons maltraités durant la colonisation. Comme vous avez vu, il y a les Hmong qui ont eu peur en Indochine. Les Français les ont emmenés en Guyane. Ça n'a pas créé un génocide en Indochine. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a quelques Rwandais, il y a eu des massacres. Et quelques Tutsis qui ont fui en Ouganda. Ils ont fui. Maintenant, en 73, quand Juvenal Habyarimana fait le coup d'État, il y a encore quelques massacres, voilà, de Tutsis. Il y a encore une partie des Tutsis qui fuient en Ouganda. Donc, ce qui fait qu'il y avait une partie de la population rwandaise, les Tutsis en particulier, en Ouganda. Et il y avait, là-bas, il y avait Paul Kagame. Paul Kagame, c'est là-bas où ils ont créé la rébellion, le FPR, la rébellion. Ils avaient deux branches. Une branche armée et une branche politique. Et Kagame était agent de la CIA. L'Ouganda, c'est un pays anglophone, il ne faut pas le nier, le Commonwealth. Donc, comme la rébellion qui est le FPR que vous voyez, la rébellion de Kagame, elle naît en 87. Elle naît en 1987. Donc, les Tutsis en exil voulaient revenir dans leur pays. Voilà, ceux qui ont été exilés depuis 60 et ceux qui ont été la deuxième vague, parce qu'il y a eu deux vagues, une vague de 60 et une vague de 73. Le coup d'État, la vague de 60, c'est la vague des indépendances et la vague de 73, c'était la vague d'Habyarimana, le coup d'État. Donc maintenant, ceux qui étaient en Ouganda, ils voulaient revenir au pays. Ils voulaient revenir au pays. Mais regardez, c'est pourquoi je vous dis, je prends toujours, même en Iran, on a vécu ça. Le Shah d'Iran, il a envoyé beaucoup d'Iraniens en exil. Beaucoup. Dont le guide Ali Amenaï. Il a même été en France. Le guide Ali Amenaï, il a même été en France. Il a même été au Royaume-Uni. Ils étaient exilés et ils voulaient revenir dans leur pays en Iran. Donc c'est pourquoi vous avez eu la révolution. Mais ils n'ont pas génocidé les Iraniens qui travaillaient avec... Je prends des exemples pour vous montrer que c'est un génocide qu'on a fabriqué. Qui avait un autre objectif. L'Iran avait...
L'Iran, son objectif, c'était renverser son shah, son roi, son empereur, comme vous voulez, et puis occuper le pays. Mais l'objectif n'était pas de génocider la population. Vous voyez, il y a beaucoup de cas comme ça qui se sont produits. Mais il n'y a pas eu génocide dans certains pays. C'est vrai, il y a le génocide au Cambodge, etc. Mais vous voyez, mais si vous remarquez bien les génocides là, il y a toujours la main des Occidentaux. Toujours, il y a toujours la main des Occidentaux. Même si c'est le Cambodge, etc. Il y a toujours la main des Occidentaux. Vous voyez, l'Iran, quand ils reviennent de l'exil, ils renversent l'empereur, le Shah. Mais ils ne créent pas un génocide. Ils ne créent pas un génocide. Il n'y a pas un génocide en Iran. Les populations, on essaie de les réconcilier et de vivre. Non, il y avait un autre objectif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Kagame, c'était un agent de la CIA. Donc, la rébellion rwandaise, là, que vous voyez, ce sont les États-Unis qui étaient derrière cette rébellion. Et l'objectif, c'était attaquer d'abord le Rwanda. C'était une... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Une diversion. Mais l'objectif, c'était le Congo et ses richesses. Voilà, je vous explique pourquoi le Congo. Comme je vous ai dit, Mobutu avait fait la zaïrianisation, il a tout nationalisé. Vous savez, la première bombe des États-Unis, la première bombe atomique des États-Unis dans les années 40, l'uranium venait du Congo. L'uranium venait du Congo. Les États-Unis avaient acheté l'uranium à la Belgique parce que c'était la Belgique la puissance coloniale. Donc, comme les États-Unis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont dit, nous avons gagné la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes les plus forts de la planète. Comment pour acheter l'uranium, je dois encore passer par la Belgique, un petit pays de rien du tout, que nous sommes venus, nous avons aidé durant la Deuxième Guerre mondiale à se libérer des Allemands, etc. Donc, il faut décoloniser. Vous voyez, le Congo que vous voyez là, la RDC, c'est lui qui a fait la décolonisation. Si tous les pays du monde aujourd'hui sont indépendants, c'est le Congo. Ce sont les richesses du Congo qui ont créé, qui ont poussé les États-Unis, l'ONU et l'URSS à décoloniser les pays à travers le monde. Pourquoi? Pas parce qu'ils aimaient les populations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas il y a des gens qui ont lutté pour les indépendances, mais ils ne pouvaient pas gagner. Parce que celui qui a les armes, c'est celui qui gagne. Si tu n'as pas les armes, tu ne gagnes pas. Donc, je ne suis pas en train de dire que les gens n'ont pas lutté pour leur indépendance. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, le moteur d'où est partie la décolonisation, c'est la RDC. Ce sont ses richesses. C'est parce que les Occidentaux, les États-Unis et l'URSS voulaient, surtout les États-Unis. Les États-Unis ne voulaient plus passer par la Belgique pour avoir l'uranium du Congo. Ils voulaient venir se servir eux-mêmes. Donc pour se servir eux-mêmes, il fallait que le pays soit indépendant. C'est comme ça que les États-Unis et l'ONU ont poussé à la décolonisation. Vous voyez, c'est le Congo qui a poussé, qui a servi de base pour que tous les pays se décolonialisent. C'est le Congo. Si aujourd'hui certains pays sont indépendants, tout ça c'est le Congo. Bien sûr, je n'exclus pas leur lutte. Ils ont lutté. Mais de base, la base c'est le Congo. Vous voyez, c'est comme ça. Donc maintenant, Mobutu, qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise tout. Donc ils n'ont plus la possibilité de prendre les richesses du Congo comme ils le veulent. Ils ne peuvent plus comme ils le veulent. Et en plus, Mobutu les a humiliés à l'ONU. Voilà. Donc, on crée la rébellion rwandaise. Parce qu'on crée la rébellion, ils profitent d'une situation. En fait, les Occidentaux, ils ont profité d'une situation. Puisqu'il y avait des Rwandais en exil, alors on a dit on va utiliser ces Rwandais en exil. On va créer une rébellion, la rébellion de Kagame. On va lui donner des armes. Voilà, on va lui donner des armes. La rébellion va attaquer son pays. Et après, on va aller en RDC. C'est ce qui s'est passé. Donc, la guerre commence. La rébellion naît en 87. En 87, il y avait encore le mur de Berlin. L'URSS n'était pas encore tombé. Donc, l'URSS tombe en 89. Ils attendent quand l'URSS tombe. Et en 90, la guerre commence. Kagame commence la guerre contre son pays. Et c'est Juvenal Habyarimana qui est au pouvoir. Un pays qui est majoritairement Hutu. Et le président Juvenal Habyarimana avait le soutien de la France. C'est la France avait des soldats sur place. Et la France a même doublé son contingent. Voilà, il y a eu la guerre commence en 90 et la guerre s'achève en 93.
Kagame parvient avec le soutien, un pays qui a le soutien de la France. La rébellion de Kagame bat, c'est pas normal, n'est-ce pas? C'est pas, ça veut dire qu'il y avait complot. Il y avait comment un pays que la France soutient, comment un pays que la France soutient, connaît tous les espaces, c'était une rébellion qui est en Ouganda, parvient à battre le président. C'est pas normal. Ça veut dire déjà qu'il y avait un complot. Ou s'il n'y avait même pas complot, ça veut dire que la rébellion était soutenue par un pays qui est plus fort que la France. C'est tout. Soit il y avait complot entre la France et les États-Unis pour faire semblant de soutenir Abiyarimana, ou tout simplement, la rébellion était soutenue par un pays qui est plus fort que la France, dont les États-Unis. Non, il n'y a rien à dire. Donc c'est comme ça que la rébellion a battu l'armée. La rébellion a fait plier l'armée du Rwanda. Une armée qui était majoritairement, qui était composée d'Hutus. Il n'y avait que les Hutus dans l'armée. Donc le président, là, il n'avait mis que ses frères Hutus. Alors donc, Kagame, que vous voyez, a battu. Avec le président qui est soutenu par la France, qui est soutenu par la Belgique. C'est comme ça qu'on fait intervenir les... Bon, voilà. On va se calmer, on va discuter, on va parler les accords. On va faire des accords. Et on va envoyer l'ONU pour superviser tout ça et pour mettre un cessez-le-feu, la ligne de démarcation, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. On a envoyé l'ONU. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont partir à Arusha. Ils vont partir à Arusha négocier en Tanzanie. Je vous rappelle, là ça devient sérieux. Le Rwanda est un pays qui a 4 frontières. 4 frontières. Une frontière avec le Congo. Le Rwanda, c'est un pays enclavé. Une frontière avec le Congo, la RDC, je vais dire à l'ouest du Rwanda. À l'ouest du Rwanda. Mais bon, le Rwanda se trouve à l'est de la RDC. Vous voyez? Le Rwanda est à l'est de la RDC et la RDC est à l'ouest du Rwanda. Le Burundi, lui, il est au sud du Rwanda. Vous avez la Tanzanie qui est à l'est du Rwanda et vous avez l'Ouganda qui est au nord. Le Rwanda est un pays enclavé. Maintenant, ils vont à Arusha discuter. Ils disent, bon, ils ont dit, on va discuter, on va mettre un gouvernement d'union nationale. Kagame sera vice-président et ministre de la Défense. Kagame que vous voyez là, il sera vice-président. Abiyarimana va demeurer président. Mais Kagame sera vice-président et ministre de la Défense. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que pour assurer la sécurité des Tutsis qui sont dans la rébellion, il faut qu'une partie de la rébellion arrive à Kigali. Moi, je ne peux pas aller être vice-président à Kigali alors que qui va me protéger là-bas? Donc, il faut que la rébellion ait une base là-bas à Kigali. Voilà, c'est comme ça. Il faut que la rébellion ait une base à Kigali. C'est comme ça. Maintenant, et ils ont dit on va aller discuter en Tanzanie à Arusha. Ils sont partis avec le président de Burundi, ils ont discuté, ils ont réparti les postes, etc. Tout. Voilà comment ça va se passer. Donc dès que le président Juvenal va revenir, on va mettre en place le gouvernement d'union nationale. Et il y avait déjà une base, vous voyez le prétexte, il y avait déjà une base de la rébellion à Kigali. La rébellion n'était pas encore arrivée à Kigali. Même quand ils ont battu, ils ont fait plier l'armée, mais ce n'était pas à Kigali. C'était dans d'autres villes, le nord, à partir du nord, mais ce n'était pas à Kigali. Donc c'est le prétexte. Ils ont dit non, nous si on va faire un gouvernement d'union nationale, il faut qu'on ait une base de la rébellion à Kigali qui va nous protéger. Bon, ça c'est normal. Ça c'est normal. C'est comme ça. Et c'est cette rébellion-là qui est arrivé à Kigali, qui a battu l'avion. Voilà, parce que, regardez, il y en a qui vous disent peut-être que c'est l'armée elle-même du Rwanda qui a abattu l'avion du président. Parce que dans l'armée, ils n'étaient pas d'accord, certains généraux n'étaient pas d'accord que le président ait fait des accords. Mais, je dis non, ça ne peut pas être l'armée qui a abattu l'avion de son président. Pourquoi? Parce que même si l'armée abat l'avion de son président et veut revoir les pourparlers, non, c'est pas possible parce que la rébellion les a battus. La rébellion c'est pas que ils ont, non, la rébellion de Kagame a battu l'armée du Rwanda. Pourquoi une armée
qui a été battu va abattre l'avion de son président, sachant que même si le président n'est plus là, on met un nouveau, la rébellion de Kagame va encore battre l'armée. Donc vous voyez, ça ne tient pas. L'armée du Burundi, du Rwanda, autant pour moi, ne peut pas avoir abattu l'avion de son président. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la rébellion a battu l'armée du Rwanda. Donc ça, déjà, cette hypothèse-là, que c'est l'armée qui a battu l'avion du... Elle est à écarter. Elle est à écarter. Ça, elle est à écarter. Maintenant, prenons l'hypothèse de la France. Même je le discute, je dis que la France est complice. J'ai dit ça dès le début. Mais ce n'est pas la France qui a abattu l'armée de l'avion du président. Pourquoi? Même si la France a abattu, parce que si tu abats l'avion je vous dis, dans l'avion, il y avait 12 personnes. Dans l'avion, il y avait 12 personnes. Il y avait 6 Rwandais. 3 pilotes. Les membres de l'équipage étaient français. Ils étaient 3. Et il y avait 3 Burundais, dont le président du Burundi. Donc, il y avait 2 présidents dans l'avion. Le président du Rwanda, le président du Burundi. Il y avait 6 Rwandais, 3 Burundais, les membres d'équipage, 3 Français. Et ils revenaient d'Arusha. Voilà. Donc maintenant, et supposons c'est la France qui a abattu l'avion. Pour quelle raison la France va-t-elle abattre l'avion d'un président qu'elle soutient officiellement, elle soutient? C'est pas parce que si officiellement la France soutient ce président et que le président est allé faire des accords, mais il n'a pas fait des accords parce que il était fort. Il a fait des accords parce qu'on l'a contraint à faire des accords. Alors qu'il était soutenu. Donc ça veut dire que la rébellion était même plus forte que la France. Donc la France ne peut pas avoir abattu l'avion du président Juvenal Abia et de Cyprien, le président... non, c'est pas possible. Bien que la France soit complice du génocide, mais la France n'a pas abattu cet avion. L'avion a été abattu effectivement par les rebelles de Kagame. Les rebelles de Kagame, un missile qui leur a certainement été donné par les États-Unis. Ça, c'est ça. Non, mais maintenant, pourquoi on abat un avion alors que vous avez battu l'armée à la guerre? Vous avez une base militaire comment je vais dire ça, à Kigali. On a décidé de mettre un gouvernement d'union nationale. Pourquoi détruire donc l'avion du président? Ça veut dire qu'il y avait un autre projet. Soit il voulait récupérer le pays, Kagame voulait récupérer. Donc le projet d'union nationale n'était qu'un prétexte. Vous voyez, il n'y a que des prétextes, c'est tout dans tous. Sinon, regardez, c'est comme je vous ai parlé du cas du Sud-Soudan. On a dit qu'on va mettre en place un gouvernement d'union nationale. Vous les rebelles, vous avez déjà gagné l'armée du président. Mais pourquoi abattre encore l'avion du président? Ça veut dire que finalement cet accord ne les intéressait pas. Ils ne voulaient pas de cet accord. Mais ils ont fait semblant d'avoir cet accord pour pouvoir venir à Kigali. Avoir une base à Kigali. C'est ça. En fait, l'objectif, c'était vraiment... Les Tutsis voulaient prendre le pays. C'était ça l'objectif. L'objectif des Tutsis, c'était un plan. Les Tutsis doivent prendre le pays et ensuite attaquer le Congo. C'était ça. Sinon, si vous êtes d'accord qu'on va faire un gouvernement d'union nationale, pourquoi abattre encore l'avion du président? C'est les Tutsis, c'est Kagame qui a abattu cet avion. C'est Kagame, sous les ordres des États-Unis. Parce que ils avaient déjà prévu le génocide. Donc ils savent qu'il y aura une réaction. Si on abat l'avion du président, il y aura forcément une réaction. Les Tutsis vont se fâcher. Et on va mettre le génocide sur le dos des Tutsis. Vous voyez, ils ont calculé. Moi, je vous ai dit que ce n'est pas les Tutsis qui ont fait. On va mettre le génocide sur le dos des Hutus. On va mettre... Parce qu'il y aura la réaction des Hutus. Si on abat l'avion du président, n'est-ce pas? Si on abat l'avion du président qui est Hutu, les Hutus vont se fâcher, n'est-ce pas? Les Hutus vont se fâcher certainement. Donc c'est plus facile de les accuser d'avoir fait le génocide. Parce qu'on a abattu l'avion de leur président. Donc ils se sont fâchés et ils ont fait le génocide. Vous voyez, ça, ils ont tout prévu. Ce n'est pas les Hutus qui ont fait. Je vous dis que la thèse là, je donne 50%, 50%. Ce n'est pas les Hutus qui ont... Peut-être quelques-uns. Vous savez, ils vont parler de Radio 1000 collines, mais vous pouvez passer à la radio, on ne saura jamais qui vous êtes. Hein. C'est la radio, ce n'est pas la télé.
La télé, on vous voit, à la télé, on vous voit, à la radio, on peut faire passer quelqu'un qui parle la langue des Tutsis ou bien la langue des Hutus. On vous fait croire que c'est un Hutu qui est en train d'appeler au massacre, alors qu'au fond, c'est un Ougandais qu'on a pris là-bas qui parle le Hutu. Et puis, ben, voilà, vous pensez que c'est comme ça. Ça, c'est les montages, on connaît ça. Ça, c'est même les montages, les radios, tout ça, c'est même pas la peine de venir débattre de ça. Non, il y a la radio Mille Collines, il y avait des Hutus qui appelaient. Ça, c'est des montages. On peut prendre même un Chinois, on l'amène à la radio, un Chinois qui parle Hutu et qui a vécu peut-être longtemps là-bas, son accent s'est transformé. Il n'y a pas des Africains qui parlent comme des Français. Non, je vous demande, il n'y a pas des Africains qui parlent comme des Français qui ont l'accent de Paris. Mais il y en a. Vous voyez, un Noir, c'est un Noir, il a l'accent de Paris, il parle net comme un Blanc. Alors, donc, si c'est Radio Mille Collines, je ne crois pas en ça. Donc, je reprends. Ils ont abattu... La rébellion a abattu l'avion du président Hutu pour faire porter le chapeau aux Hutus, dire que les Hutus se sont fâchés et ils ont génocidé leurs frères Tutsis. Mais en réalité, je pense que ce sont les rebelles de Kagame qui ont fait le génocide avec quelques casques bleus de l'ONU. Et la France et la Belgique étaient là pour superviser le génocide. Moi, c'est ça ma version. Je pense que c'est ça ma... Pourquoi Kagame ne demande-t-il pas à la France de s'excuser? Normalement, si vous savez que c'est... Pourquoi Kagame ne demande-t-il pas à la France de s'excuser? Il dit qu'il attend des actes. Seulement, il préfère des actes. Non, tu peux demander les excuses et les actes en même temps. Tu peux demander... Nous tous, on a des problèmes dans la vie. Il y a des gens qui sont venus me demander, par exemple, Monsieur Simon Paul, excusez-moi parce que je vous ai fait ceci. Moi aussi, parfois, j'ai demandé des excuses aux gens. Alors, pourquoi Kagame ne demande-t-il pas à la France de s'excuser, ensuite de demander des réparations, attendre des actes, etc. Parce qu'il connaît la vérité. Il connaît la vérité. C'est lui qui a fait le génocide de ses propres frères. C'était un prétexte pour attaquer le Congo. C'est lui-même qui a fait le génocide. Le génocide dure à 50%. Moi, ma version, je lui donne 50%. C'est la rébellion. Et dans cette rébellion, il y avait des Ougandais. C'est une rébellion qui est créée depuis 1987. Les Ougandais ont appris à parler français. Ils ont appris, c'est quelques-uns... De toutes les façons, c'est des pays qui ont c'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples qui parlent les mêmes langues. Voilà. Donc, ce sont les rebelles de Kagame qui ont fait le génocide. Et ils ont mis quelques éléments, des casques bleus dedans qui étaient noirs, africains, qui étaient noirs parce que les Hutus, voilà, qui sont africains. Et puis, ils ont mis quelques Hutus aussi dedans pour faire croire que les Hutus ont participé à ces génocides. Et la Belgique et la France étaient là pour superviser le génocide. Et Boutros voulait l'intervention des casques bleus de l'ONU pour arrêter le génocide. Les États-Unis ont dit non. C'est pourquoi Boutros Ghali n'a pas eu un second mandat. C'est tout. Voilà ce qui s'est passé en réalité. En réalité, regardez ce qu'on vous dit. Regardez ce qu'on... Et comme c'était très facile, il y avait la carte ethnique. Quand vous arrivez à un contrôle, on vous demande votre carte ethnique. Dès qu'on voit que vous êtes Tutsi, on vous tue. On vous tue. Voilà. C'était très facile. On vient dans vos maisons. On regarde, on vous demande vos cartes. Voici, c'est ça comme ça. Dès que vous présentez votre carte, c'est écrit dessus, vous êtes Tutsi. On vous tue. C'est tout. C'est comme ça. Donc, pour ma part, c'est la rébellion qui était majoritairement formée d'Ougandais qui a fait ce génocide. C'est la rébellion de Kagame. Accompagnée de quelques Noirs africains qui étaient dans l'ONU, qui étaient dans les casques de l'eau. Ce sont eux qui ont fait ce génocide. Et ils ont pris quelques Hutus, ils ont mis dans le génocide pour faire croire que ce sont les Hutus qui ont fait le génocide. Parce que l'objectif, c'était de prendre le pouvoir. Voilà, prendre le pouvoir et de pousser. Parce que maintenant, regardez, qu'est-ce qui se passe? Regardez, effectivement, ce qu'ils ont prévu s'est passé. Les Hutus ont pris peur parce qu'ils se sont dit, ah ben tiens, on va nous accuser d'avoir tué les Tutsis. Donc nous, on va fuir. Les Hutus ont fui. Mais regardez ce qui s'est passé. On a bloqué le nord. Les Hutus ne pouvaient pas aller au nord. Les Hutus qui fuyaient par peur de représailles. On dit qu'ils fuyaient par peur de représailles. C'est normal. Puisqu'on a tué le président, leur président, et on est en train de tuer les Tutsis, vous pensez qu'on va accuser qui? On va accuser les Hutus. Donc les Hutus ont pris peur. Ils ont pris peur. On les a empêchés de fuir vers le nord. On vous dit que on les a empêchés. Les rebelles, les Français, les Belges, tout le monde les a empêchés de fuir en Ouganda. Les Hutus qui voulaient fuir par peur de représailles.
de la rébellion de Kagame. On les a empêchés d'aller au nord vers l'Ouganda. On les a empêchés d'aller à l'est vers la Tanzanie. On les a empêchés d'aller au sud vers le Burundi. On a laissé la voie du Congo. On vous dit que la seule frontière qui était ouverte, c'est la frontière du Congo. Et c'est comme ça que près de 2 millions d'Hutus, les Hutus qui fuyaient par peur de représailles, sont arrivés à Goma. Et regardez ce que ça a donné au Congo aujourd'hui. C'est ça qui a donné à Goma, le problème de Goma aujourd'hui. Maintenant, quand les Hutus sont arrivés là-bas, près de 2 millions, en 1994, Kagame dit, non, il faut que je sécurise ma frontière. Parce que les Hutus qui sont arrivés à Goma, ils vont aussi faire une rébellion, comme moi j'ai fait une rébellion en Ouganda. Vous voyez, ils cherchent des prétextes pour rester au Congo. Vous voyez, ils ont cherché des prétextes pour rester. Il dit, regardez ce que Kagame dit. Kagame dit que moi, j'ai fait une rébellion à partir de l'Ouganda parce qu'il y avait des Tutsis là-bas, n'est-ce pas? Donc, les Hutus qui sont en RDC, je suis obligé de m'installer en RDC avec le M23 pour empêcher qu'ils fassent une rébellion là-bas et venir me renverser au Rwanda, à Kigali. C'est pas vous comprenez. Alors, pourquoi, la question qu'on peut se poser, pourquoi on a bloqué les 3 autres frontières? Pourquoi ne les a-t-on pas laissés aller vers la Tanzanie, vers l'Ouganda, n'est-ce pas? Pourquoi on ne les a pas laissés aller vers le Burundi? Puisque, bon, ils auraient pu laisser, parce que quand il y a une guerre, les gens fuient de partout, n'est-ce pas? Les gens fuient de partout. Donc, si vous bloquez les gens d'aller au nord, vous bloquez les gens d'aller à l'est, les gens d'aller au sud, ça veut dire que vous avez un projet. Donc, on a ouvert la frontière du Congo, on a permis qu'ils aillent au Congo. Parce que les Hutus. Et maintenant, Kagame a utilisé ça pour dire que non, il faut que je m'installe au Congo. Sinon, les Hutus qui ont fui là-bas, près de 2 millions d'Hutus, ils vont créer une rébellion pour venir nous renverser. Alors que Kagame n'était même pas... Parce qu'en juillet, on a mis un gouvernement d'union nationale. Kagame n'était pas président. Kagame était vice-président et ministre de la Défense. Mais c'est ce qu'il a donné quand même comme raison. Celui qui était président, c'est le pasteur Bizumungu, je pense, un Tutsi, un Hutu modéré, le pasteur Bizumungu, un Hutu modéré. Vous voyez, c'était juste un prétexte pour rester au Congo. Et depuis là, voilà ce que ça a donné au Congo. On pille les richesses du Congo pour les Occidentaux. Voilà le génocide du Rwanda. Le génocide, on a sacrifié les Rwandais pour piller les richesses du Congo, c'est tout. C'est ça le génocide du Rwanda. Ils ont sacrifié les Rwandais. Les États-Unis, les Occidentaux en un mot, ont sacrifié les Rwandais pour piller, parce que Mobutu avait fait la zaïrianisation, Mobutu les avait humiliés en 1973, donc il fallait occuper l'est du Congo pour piller les mines, comme il fallait, le Congo est très riche. C'est ça le génocide. Si quelqu'un vient vous donner une autre version, dites-lui que votre version, je lui donne 50% de vérité. La version officielle, là, moi, je lui donne 50% de vérité. Moi, ça c'est ma version. On a sacrifié les Tutsis, on a sacrifié les Tutsis pour mettre les Tutsis au pouvoir au Rwanda, sachant que ce sont les Tutsis qui vont aider à piller l'est du Congo. C'est tout. Voilà le génocide. C'est tout. Voilà le génocide. Je vous dis, il faut toujours vous méfier des versions des Occidentaux. Parce que la version, si on veut l'analyser, ça ne cadre pas. Regardez. Moi, si je vous vois en train de massacrer ma maman, moi, si j'ai un pistolet, je vous tue. Moi, j'ai un pistolet, je vous tue. Si je suis un rebelle, je vois des Hutus qui sont en train de massacrer mes frères Hutus. Ceux-là, je tire sur eux, c'est tout. Ça, c'est humain. Ils veulent nous dire que les Tutsis, la rébellion là, de Kagame, ils étaient civilisés. Ils étaient plus civilisés que les Israéliens, plus civilisés que les Russes. Non, c'est pourquoi je vous dis, les choses se répètent. Les choses se répètent. Dieu est très fort. Il fait les choses, elles se répètent pour nous enseigner, pour nous donner des leçons et des corrections de l'histoire. Sauf que bon, beaucoup de Noirs n'écoutent pas. Regardez Israël, regardez les Palestiniens. Regardez comme le Hamas les a attaqués. Ils ont tué. Israël a fait comment? Israël les tue. Près de plus de 30 000 aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est humain. Vous m'attaquez, moi je vous tue. Vous tuez ma maman devant moi, moi je vous tue. C'est humain. Regardez Israël.
Ils veulent nous dire que la rébellion de Kagame, c'était une rébellion sainte, très forte. Une rébellion qui a bon cœur. Regardez Poutine et l'Ukraine. Quand l'Ukraine envoie un drone, Poutine terrasse toute une ville, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ils veulent dire que, leur version, hein, leur fausse version là, ils veulent dire que la rébellion de Kagame était une rébellion civilisée. Plus que les Russes. Je donne juste les deux exemples là, la Russie et l'Ukraine. La Russie, l'Ukraine, Israël et les... Non, c'est faux. Comment une rébellion sait qu'on est en train de tuer ses frères Tutsis dans tout le pays? Et la rébellion voit des... Non, moi en réalité, tu tires aussi sur les Hutus. Vous tirez sur les Hutus, normalement. La rébellion, elle devait aussi tirer. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les Hutus vers l'est du Congo. Ils ont poussé les supposés génocidaires vers l'est du Congo. Donc vous voyez, il y a anguille sous roche. Vous tuez, mais la réaction normalement c'est on vous tue aussi. Non, prenons même la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, Truman, quand il est arrivé, il a vu les Allemands comme... Truman, il a fait quoi? Il a dit, moi aussi je vais jeter une bombe atomique là-bas. Ils vont... Les autres, ils veulent dire que les Rwandais, la rébellion de Kagame est plus civilisée que Truman, les États-Unis. Ils respectent plus la cause humaine. Je ne veux pas employer les expressions comme droit de l'homme. Ils ne respectent plus la cause humaine. Non, c'est faux. Truman, quand il a vu les Allemands, comment ils tuaient, il a pris la bombe, il l'a jeté là-bas. Truman, il a vu ça. Il est parti au Japon, il a jeté là-bas. Tchoup, 2 bombes, il les a arrêtés. Il a dit, vous savez pourquoi la Chine n'a pas encore envahi Taïwan? Est-ce que vous savez pourquoi la Chine n'a pas encore envahi Taïwan? La Chine voulait envahir Taïwan dans les années 50. Dans les années 50, la Chine là, de Mao Tse-tung, voulait envahir Taïwan. Le président des États-Unis, Harry Truman, il a appelé Mao Tse-tung. La Chine n'avait pas encore la bombe atomique, je pense. Il a appelé Mao Tse-tung. Tu oses envahir Taïwan, je te mets une bombe atomique là-bas. C'est ça qui a fait que depuis la Chine n'a plus envahi Taïwan. Je vous dis, allez, non, ça c'est des archives d'histoire. Qu'est-ce qui a fait que la Chine n'ait pas encore envahi Taïwan jusqu'à... Est-ce que vous savez que Taïwan, c'est un archipel. Taïwan, c'est un archipel. Il y a une île qui est collée à la Chine, qui est à 20 minutes de la Chine. Quand vous êtes dans cette île-là, vous faites 20 minutes, vous êtes en Chine. L'île, on l'appelle l'île de Kimin, comme ça. Vous voyez, Taïwan, c'est un archipel. Donc, il y a la grande île que vous voyez là où il y a Taipei, tout ça. C'est la grande île. Mais il y a une petite île taïwanaise qui est à côté de la Chine, qui est collée à la Chine. 20 minutes, vous faites 20 minutes de voiture. Bon, il n'y a pas de pont, mais on dit, bon, comme c'est l'eau. Vous faites 20 minutes de bateau, vous êtes en Chine. 20 minutes de bateau, vous êtes en Chine. Truman lui a dit, même cette petite île-là, tu envahis ça, je te mets la bombe atomique. Truman a dit ça à Mao Tse-tung. C'est pourquoi vous voyez depuis, la Chine a gardé ça en mémoire. Ça traumatise les Chinois. Ils ont peur, alors que bon, aujourd'hui, ils ont la bombe atomique. C'est pour vous voyez, c'est pour vous dire que même les Blancs, ils veulent nous dire que l'armée de Kagame, la rébellion de Kagame est civilisée, respecte la cause humaine, les droits. Non. Vous voyez, on est en train de massacrer des Tutsis. Vous poussez ceux qui les massacrent vers le Congo. Non, ça veut dire que vous êtes trop... Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, c'est tout. Et durant, parce qu'on les a pas massacrés durant 2 jours. On les a massacrés durant 4 mois. On a commencé les massacres, je pense, le 7 avril. Avril, là, c'est fini en juillet. Avril, mai, juin, juillet. 4 mois de massacre. Chaque jour, on massacrait. Chaque jour, on massacrait. Vous pensez que la rébellion ne va pas tirer sur ces gens-là? Mais la rébellion va les empêcher plutôt d'aller au nord, à l'est, au sud et les pousse vers le Congo. Comme ça. Il y avait quelque chose, un projet pour envahir le Congo. Comment se fait-il qu'on tue, on massacre des gens durant 4 mois? La France est présente. La Belgique est présente. L'ONU est présente. Durant 4 mois, la France n'intervient pas. L'ONU n'intervient pas. La Belgique n'intervient pas. Ils ont des soldats sur place. Ils avaient un projet. Ils avaient un projet, envoyer les Hutus, les supposés génocidaires, vers le Congo. C'était ça le projet. Ça, en tout cas, moi, ça c'est ma version.
Il faut aller voir Hubert Védrine. C'est Hubert Védrine qui a la véritable version de la guerre. Hubert Védrine, à l'époque, c'était lui qui était le ministre des Affaires étrangères de la France. On peut dire que c'était lui qui pilotait la diplomatie française. Vous savez, Mitterrand était déjà vieux. Mitterrand était déjà vieux en 1994, il n'avait plus toute sa tête. Comme vous voyez, Paul Biya aujourd'hui n'a plus toute sa tête. Celui qui dirigeait la diplomatie française, c'est Hubert Védrine. C'est lui qui connaît toute la vérité. Mais bon, comme ils vont, la vérité qu'il a dite, c'est celle que vous voyez dans les journaux, dans les livres d'histoire. Ce sont les Interamwe, l'armée rwandaise et puis quelques citoyens. C'est faux cette version. Tu lui donnes 50% de vérité. Moi, je vous ai déjà donné ma version. Je vous ai donné ma version et je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.